présenter notre ordre du jour. Donc, nous en sommes à l'introduction. Ensuite, nous écouterons les exposés des intervenants et puis nous aurons un petit débat à l'issue des exposés. Alors, un petit sondage pour commencer. Première question qui s'adresse à vous tous et toutes participants. Selon vous, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Les dépenses de santé pour la population totale de la Guinée, Sierra Leone et de Libéria de ces 10 dernières années, ou le total des dépenses qui ont été encourues pour la réponse à l'épidémie Ebola en 2014-2016. Alors, vous cliquez, soit réponse Ebola, soit les 10 ans de dépenses de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria, soit petit 3, je ne sais pas. Vous avez encore 10 secondes pour répondre. Très bien. On va avoir les réponses maintenant, si c'est possible. Alors, selon 83% des participants, c'est la réponse Ebola qui a été coûtée le plus cher. Selon l'OCDE, elle aurait coûté 53 milliards de livres sterling, sans parler des conséquences économiques de cette crise. Les dépenses totales de ces trois pays pendant 10 ans, c'est environ 13 milliards. Donc, et là, ce sont des données qui sont disponibles sur des sites web. Alors que ces sommes sont des estimations, elles montrent quand même qu'il y a une très très grande disparité dans les dépenses en santé publique et entre les dépenses en santé publique et les dépenses pour la réponse aux épidémies. Alors, pourquoi avons-nous décidé ce webinaire? Alors, une petite définition pour commencer. La PCI, donc IPC en anglais, selon l'OMS, c'est une approche scientifique et une solution pratique conçue pour prévenir les effets délétères des maladies nosocomiales, entre autres. Et au cours de ces dernières années, la PCI est devenue de plus en plus importante. Des investissements essentiels ont été faits pour répondre au niveau national, régional et international. Et jusqu'à présent, il y a une traduction assez parcellaire de cette expérience en termes de compétences et à long terme et à une plus grande échelle, il est nécessaire de renforcer ces dispositifs de PCI. Donc, en réalité, nous savons que les structures, les processus, s'ils sont mieux préparés, vont permettre de mieux faire face à ces épidémies et minimiser la nécessité de recourir à des activités de réponse très perturbantes. Nous allons écouter les points de vue de ceux qui ont été impliqués dans le renforcement des dispositifs PCI, dans la réponse aux épidémies, sur un grand nombre de terrains. Nous allons débattre notamment de financement, de communication, de responsabilité et de sciences comportementales. Je vais maintenant donner la parole à notre première intervenante, le professeur Folashade Ogunsola. Elle est professeure de microbiologie clinique à l'école de médecine à l'université de Lagos au Nigeria. Ses travaux de recherche ont été essentiellement portés sur le diagnostic et la prévention des maladies infectieuses. Elle est impliquée dans la PCI depuis 20 ans. Elle est membre fondatrice de l'ICANN et elle a élaboré des programmes PCI partout dans le pays. Elle a été présidente du comité de lutte contre les infections de l'université, de la faculté de médecine de l'université de Lagos. Et elle est très impliquée dans la définition des mesures de PCI dans les contextes à faibles ressources. Elle travaille au sein de la Task Force africaine sur la COVID-19. Elle est membre du TGPN, membre du Conseil nigérian de lutte contre les infections et elle préside l'ICANN. Et elle va s'appuyer sur son expérience dans son exposé et nous lui laissons la parole.
Thank you very much. Merci beaucoup, Emilio. Je vais commencer à partager mes diapos. Thank you very much. Donc, merci. Mon rôle aujourd'hui, c'est de parler des changements pour les autres intervenants. Ce de quoi je vais parler, c'est un problème qui est typique du continent d'Afrique, et ça, c'est la mise en silo des CPI en Afrique, et je vais référer à une étude cas de Nigeria. Vous avez des silos de PCI, donc on va parler un petit peu d'où on a démarré et comment on est arrivé là et pourquoi on est là. Et donc ça, c'est ce qu'on voit et essayer de réfléchir pour les centres PCI à travers l'Afrique, mais en pointant le doigt à Nigeria comme étude cas. Pour ceux qui ne connaissent pas le Nigeria, c'est un énorme pays avec presque 200 millions d'habitants. Nous avons 37 États et 774 gouvernements locaux. Nous avons des structures de santé, 37 primaires, 34 786 structures et gérées par le gouvernement local. Et les santé secondaires, 513 structures de santé gérées par l'État. Et en tertiaire, par le gouvernement fédéral, 174 structures de santé. Ces trois le niveau ne sont pas toujours complémentaires, mais ce sont des niveaux différents du gouvernement. Et donc, le gouvernement fédéral couvre la tertiaire, l'État, les secondaires et les gouvernements locaux, les primaires. Et parfois, ça s'entremêle. On rappelle que la prévention, infection et contrôle n'est pas nouveau, et pourtant, en termes de la structure, c'est relativement nouveau pour nous rappeler que l'étude statistique vient du XVIIIe siècle et s'est appliquée à toutes les zones en Afrique. Mais avant cela, on s'est concentré c'est d'après sur John Pringle, et jusqu'à 1858, il a promu les souhaits. Donc, j'ai fait une petite recherche. Le son. Donc, les infections hospitalières en Afrique. Lorsque j'ai vu ça, j'ai découvert le nosocomial en Afrique. Entre 1970, il y avait 1988, il y en avait 7. Et ça venait de l'Afrique de l'Est. Et de 1981 jusqu'à 1990, il y en avait 36 références. Et entre 1991 et 2000, il y en avait 103. Et 20% sont liés au VIH, TB, la fièvre de Lassa, Ebola et paludisme. Et j'ai étudié pour ces services en Dakar en 1966, en Nigeria. Il y avait une étude épidémiologique sur les infections nosocomiales et qui a évoqué d'autres études. Et donc, en cherchant plus au Nigeria, en 1967, c'était la première concentration sur des épidémies. Et c'était une épidémie de Salmonella durum. Mais ce n'est pas avant 1970 que quelqu'un a commencé à étudier, examiner cette situation de santé.
Et ça vient de la London School of Hygiene. Then infection control as a program. Et quand nous avons commencé, Mention of that la suggestion a commencé au milieu des années 80 et en 93 ça a été suggéré en parlant de contrôle d'infection et des pointes et disent que le niveau général dans n'importe quel pays va dicter à une grande étendue la quantité d'attention donnée au contrôle des infections nosocomiales. Donc, où est-ce qu'on en est maintenant? Nous avons tous ces silos et nous avons des précautions, des précautions normatives. Nous avons le LASA, PCI, VIH, PCI, TB et Ebola. Et maintenant, nous avons le COVID. Et ce qu'on va chercher vis-à-vis de la pandémie actuelle, on s'est rendu compte que c'est là où ils ont généré beaucoup. Et maintenant, on parle de COVID-19. Et comment on est arrivé là? Si vous voyez des flèches pour expliquer certaines choses qui se sont passées, par exemple, en 1976, GCOA a fait un programme de PCI, un prérequis pour accréditation, certification. Et pourtant, autour de ce temps, les médecins dans le Nigeria ont commencé à développer des outils en PCI, et ça, c'était environ 1980. En 1977, ça existait dans les hôpitaliers universitaires au Nigeria. En 1992, une des grandes différences, c'était le programme n'était pas bien financé. Mais en parlant de ces précautions, ils ont investi beaucoup d'argent dans les programmes et du coup, tout le monde était ici participé. Et parmi tout cela, les premières décisions étaient pour souligner l'importance des PCI. Et ça dépendait des communautés, mais aussi des structures de santé locales. Et donc, en dehors des hôpitaux, a mené à un positionnement de santé publique. Il y a la grippe porcine, par exemple, et PCI est devenu une exigence publique. Mais on voyait le PCI qui avait eu lieu dans les hôpitaux et d'autres établissements de santé, et d'où ça venait les financements. Et ça, parce que ça est devenu plus attrayant. Le CDC Afrique a été établi et on a développé une politique nationale. Et c'était surtout pour une réponse aux épidémies. Et ce qui se passe, on a continué à travailler sur le plaidoyer pour l'encourager et aussi pour augmenter les parcours de carrière. Et à cause d'Ebola, ce sont certains incidents, des réponses publiques. Et le financement nous est arrivé pour commencer. Et on a commencé en 2018 avec un diplôme en CPI, avec un composant CPI plutôt. En 2021, actuellement,
le NCDC a une formation pour les agents de santé en orange, une réseau orange, utilisant le cursus CPI et aussi la politique de CPI est en cours d'être développée. Et donc, qui paye pour tout ça? Et donc, la plainte principale, comme Emilio a dit au début, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup plus sur la santé normale, ce qu'on a payé pour la réponse à l'Ebola. Donc, je vais prendre quelque chose de Nigeria. Il y a justement un mauvais budget pour allocation à la santé, quand même quand les choses fonctionnent assez bien. Et donc, l'allocation pour le secteur public comme pourcentage de tout le budget fédéral a été moins de 5% en 2020. Un investissement dans la santé qui est sous le minimum de 15% annuel de budget de santé recommandé par les chefs des États africains. Il y a aussi beaucoup de dépendance sur les fonds donateurs. Les gouvernements couvrent moins de 5% des factures dans les soins de santé. Et 90% sont venus des donateurs, des bailleurs de fonds. Et il n'y avait rien investi dans l'institutionnalisation du PCI. Et il faut se souvenir aussi que l'épidémie, à un moment donné, l'Afrique lutte contre beaucoup d'épidémies. Nous avons des systèmes de santé très faibles. Moins de 30% des pays en Afrique ont 2,3 agents de santé par 1000 personnes. Et donc, ça, c'est les normes de l'OMS. Si vous y réfléchissez, et donc le point focal sur les épidémies, il y a la possibilité que ces épidémies vont sortir du continent africain. Et en 1979, il y avait un rapport du Centre de contrôle de maladies et il a dit certaines de ces ce sont des virus exotiques, pardon. Ça, c'est le Marburg, Lassa, monkeypox, l'Ebola. Et ça, ce sont tous des maladies qui ont été reconnues depuis 1967 et ils ont été exportés vers d'autres pays. Et donc, c'est pas tout à fait altruisme, c'est le reste du monde qui se défend de la propagation de ces maladies. Et encore une fois, vous avez Afrique et aussi le Sud-Est Asie. Avec, vous voyez Afrique là, il s'agit de la sécurité mondiale, d'où viennent beaucoup des contributions, des financements. Et donc, la sécurité des travailleurs de santé, il s'agit de la planification des structures de santé. Et pourtant, c'est une réponse publique seulement de créer des PCI parce que les défis de PCI programmatique a affaibli la préparation. Le CPI, vu comme une réponse de santé publique aux épidémies, est géré comme des programmes verticaux et ils attendent des donateurs. Il y a très peu de compétences institutionnelles en PCI. Et donc, il y a une infrastructure insatisfaisante.
Et les structures de WASH ne sont pas là en quantité, en qualité. Il y a un manque de technologie et ils ont très peu de soutien du leadership pour être sûr que le PCI va continuer dans les systèmes de santé. Les défis des silos, beaucoup des agents de santé formés en PCI fondamental pour le VIH-Ebola, donc que tout le monde croit que les experts, ils sont des experts en CPI, et CPI n'est pas vu comme une discipline parce qu'elle a toujours été attachée à d'autres programmes. Il y a très peu de programmes en PCI, il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de système pour renforcer, il n'y a pas un climat de sûreté et aucune amélioration de qualité dans les services cliniques. Une étude réalisée juste avant le COVID-19 au Nigeria montre que 44% de nos cliniques sont privées et les autres sont publiques. Et 31%, donc quelques 70% des structures de santé sont privées et le reste c'est public, que vous voyez là. Et nous avons trouvé aussi quelqu'un qui avait une personne focale en PCI, seulement 40% les avaient. Donc, les structures de santé qui avaient un comité de PCI avec responsabilité et une bonne autorité, il n'y avait que 30%. Ceux qui avaient une personne focale ou une équipe qui ont un plan de travail sur les activités en PCI, c'est que 33%. Donc, il y a des comités, mais ils ne sont pas très fonctionnels. Et donc, la politique nationale au Nigeria est une stratégie pour ce PCI depuis 2013 et qui intègre toutes les politiques verticales en PCI à travers l'Afrique. Et ce sont les plus grandes contributions. Et la politique est en revue. Et donc, pour que le PCI soit efficace, ça doit être une activité continue et l'état de ces pays en Nigeria, et je parle pas mal de contextes, ces pays n'est pas bien fait, mais il y a des choses innovatrices qui parviennent et pour répondre à d'autres épidémies. Et la réponse à COVID peut toucher n'importe qui, n'importe où. Au Nigeria, parce que la plupart des endroits n'ont pas une personne focale en PCI et la plupart des structures de santé n'ont aucune personne en PCI, comme j'ai dit, et des programmes BPCI établis. Là où il y a des personnes focales en PCI, ils sont nommés les administrateurs d'hôpital, souvent nommés, et ils nomment d'autres responsabilités cliniques aussi que PCI, et ce qui leur donne très peu de temps pour le PCI. Et donc, il y a du plaidoyer intensif continu et dans la plupart des pays en Afrique. Dans beaucoup de structures de santé, il n'y a pas de budget pour PCI, mais on espère toujours. Et il y a très peu de données en PCI pour les décisions. Et donc, moi, je représente l'ICANN. Et ce qu'on voit pour construire la PCI sur le continent africain, il y avait 54 pays, il y a des groupes dans l'Union africaine, il y a un coordinateur pour chaque région, un coordinateur, et ça depuis 13 ans. Et l'empreinte digitale dans tout pays africain, il y a 13 sociétés affiliées. Il y a éducation pour la gestion des épidémies et aussi d'installer des associations du plaidoyer.
On fait de la formation aussi et aussi du mentoring des superviseurs avec la surveillance sur les données et des allocations budgétaires pour PCI. Et on commence à travailler aussi à développer une enquête et on travaille plus durement. La question des allocations budgétaires, et c'est difficile, et donc on demande plus de financement pour être sûr qu'il y a suffisamment de fonds pour le PCI. Donc, je tiens à vous remercier beaucoup de m'avoir écouté et donc ça, c'est ma contribution pour ce matin. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation profonde et introduction à certaines questions qui entourent le PCI. Et c'est une bonne démonstration de la situation dans beaucoup de pays. Donc, merci infiniment pour ça. Maintenant, on va aller directement à notre intervenant suivant, le docteur Stacey Mearns. Elle est un médecin en santé publique médicale et elle travaille dans le secteur de santé depuis 13 ans et 7 ans directement. Elle s'engage dans la programmation de PCI à travers sa carrière, et y compris dans 5 épidémies. Et actuellement, elle a, elle est donc là, le conseiller en santé en International Rescue Committee. Donc, je donne la parole à Stacey. Merci beaucoup pour cette présentation, cette introduction. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions qui s'appuient sur mes expériences d'un point de vue d'une ONG sur la mise en place de projets PCI, surtout dans des contextes de réponse aux urgences et aux épidémies, mais aussi en essayant de travailler sur le renforcement des PCI. J'aurai 3 axes dans mon exposé qui sont liés les uns aux autres, la PCI réactive, la PCI de transition et la PCI proactive. Par PCI réactive, on pense à la PCI qui commence pendant une urgence, particulièrement dans une flambée épidémique, là où des résultats rapides sont absolument essentiels. Cela va au-delà de la PCI générale, mais il est important de tenir compte de cela en tant que point de départ. Selon mon expérience, il y a encore beaucoup de difficultés à mettre la PCI en place en réaction. Si on n'y parvient pas, on aura du mal à passer par la transition, puis par une PCI soutenue. Dès lors, on doit se demander quelle est l'approche la plus efficace pour la mise en place d'une PCI. Qu'est-ce qui nous permet de parvenir à de bons résultats? Et je suis toujours frappée par la fréquence à laquelle je constate une formation unique avec quelques solutions rapides qui sont mises en place, mais qui ne fonctionnent pas de manière assez efficace. Nous avons beaucoup appris à l'IRC dans ce domaine au fil des contextes et des flambées épidémiques rencontrées. Et cela se voit dans la mise en place d'un paquet de PCI, un ensemble de mesures qui explique comment rendre la PCI opérationnelle dans un contexte d'épidémie avec une approche multimodale sous-jacente qui est absolument essentielle. Et donc, avant d'intégrer ou de soutenir l'investissement en PCI pendant les pandémies, il faut avoir déjà la bonne approche de réponse avec la PCI. Et c'est là que la collaboration, la coordination jouent un rôle clé. Les demandes et les exigences en PCI sont bien supérieures à ce qu'une seule entité ou organisation peut apporter. Donc, la collaboration entre tous les acteurs avec
un leadership pris par la santé publique est essentiel. Et puis, une normalisation, donc une définition de normes pour toutes les approches dans tous les domaines est également essentielle. L'un des plus grands défis que j'ai observé pendant les flambées Ebola, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs impliqués dans la PCI qui ont chacun leur approche, ce qui peut déboucher sur des messages conflictuels et des progrès insuffisants. Il est donc essentiel que lorsque l'on apporte une réponse à une urgence épidémique, il y ait une approche standardisée, normalisée pour tout le monde, sur laquelle tout le monde est d'accord. Et il faut aller au-delà d'une verticalisation de l'approche. On ne peut pas mettre en place des mesures de précaution contre les maladies si vous n'avez pas de mesures standards générales. Donc, il faut aller au-delà de la maladie seule. Il faut voir la PCI dans le centre de santé en général et pas uniquement ce qu'il faut pour Ebola ou Covid. Et par une approche standardisée pour avoir des précautions et pour empêcher la transmission de manière générale partout et pas uniquement au point d'entrée ou au triage, c'est très important. Autre chose que je n'ai pas mis ici, c'est la durabilité. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire dans notre approche initiale d'urgence pour promouvoir la durabilité en ayant un comité PCI, une personne contact PCI, en ayant une infrastructure permanente plutôt que d'avoir des petites solutions rapides et parcellaires. Donc, il faut envisager la proactivité, mais il faut de toute façon déjà être sûr que sur le plan de la réponse ou de la PCI réactive, parce que cela nous permettra ensuite d'améliorer les systèmes de santé à condition d'avoir la bonne transition de PCI. Alors, lorsqu'on parle de l'investissement de la PCI de transition, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui est nécessaire pour capitaliser sur la phase PCI réactive de façon à institutionnaliser la PCI dans l'ensemble des organisations? Alors, il faut d'abord évoluer, faire des progrès. L'un des points qui a déjà été évoqué, c'est qu'on dissocie souvent les éléments et ça a été un très gros défi en Sierra Leone où à un moment donné, la PCI était uniquement focalisée sur Ebola et on craignait qu'à la fin de l'épidémie d'Ebola, la PCI serait oubliée. Donc, il fallait maintenir le soutien de la PCI au-delà d'Ebola pour avoir une bonne évolution de façon à être avec une approche beaucoup plus exhaustive et complète. Je pense qu'aussi que dans le cadre de cette évolution, pour ce faire, il nous faut une continuité, un continuum, parce que ça ne peut pas la PCI ne peut pas être une action ponctuelle. Deuxièmement, l'appropriation, l'adhésion par le gouvernement et le leadership par le gouvernement est essentiel. Vous ne pouvez pas institutionnaliser la PCI sans ces instances. Au Sierra Leone, il y avait beaucoup de soutien de la part du gouvernement à la PCI, ce qui a permis de récupérer après après l'épidémie d'Ebola, ce qui a conduit ensuite à la mise en place d'un programme de PCI dans tout le système de santé, dans tout le pays, avec une véritable politique de PCI, des recommandations, etc. Ce qui sont des éléments fondateurs essentiels pour institutionnaliser la PCI. Troisièmement, outre la prise en charge et l'adhésion gouvernementale, il faut investir et il faut un soutien des bailleurs de fonds. Ça doit aller au-delà des projets de 6 mois, 1 an. Il faut que ce soit multi-annuel. Ça doit être aussi suffisamment souple de façon à adapter le support, de façon à adapter et le support au CPI au fur et à mesure que les capacités sont mises en place et renforcées. Si on ne le fait pas, si l'on arrête d'apporter le soutien, que se passe-t-il? Eh bien, nous avons eu l'occasion récemment
en Nord-Kivu, nous avons pu retourner sur les centres de santé que nous avons soutenus dans le cadre de la réponse Ebola 2018 où nous avions des fonds. Et puis ensuite, lorsque le soutien s'est arrêté, il n'y a plus eu de PCI. En bleu, vous avez les résultats de PCI en novembre 2020, après l'interruption des soutiens. Et lorsqu'on y est retourné en mars 2021, c'est-à-dire quelques mois après, vous voyez les barres en brun, vous voyez que la PCI a baissé dans tous les centres de santé assez rapidement, finalement, en quelques mois. Et vous pouvez voir aussi par ces pourcentages que le progrès qui avait été réalisé en bleu, ce sont des résultats de PCI qui sont très bons. Donc, la réalité de ces baisses et les gros investissements qui sont réalisés lorsqu'il faut avoir une approche réactive pour transformer la PCI soulignent, selon moi, le fait que à la fin des épidémies, il faut assurer une véritable transition pour que tous ces progrès de PCI soient maintenus. Mais ce n'est pas si simple que ça. Et maintenant, je vais revenir au Sierra Leone, où nous avons eu l'occasion de faire des transitions de PCI dans le cadre du plan de reprise post-Ebola. Vous avez des données qui couvrent 120 centres de santé dans 4 districts de santé de Sierra Leone. Et vous voyez la proportion de centres qui sont conformes, partiellement conformes ou non conformes aux objectifs PCI. Et vous voyez que pour l'ensemble des districts, très peu de centres de santé n'étaient pas conformes. La grande majorité étaient soit conformes, soit pas partiellement conformes aux normes. Et ces données datent d'août 2016, soit 9 mois après la fin de la flambée épidémique à Ebola. Donc, nous constatons qu'il y avait vraiment eu des progrès et qui se maintenaient au-delà de l'épidémie. Au deuxième graphique, vous avez les données d'une évaluation PCI sur 112 sites avec, vous voyez ici, les formes d'évaluation n'étaient pas exactement les mêmes qu'en 2016, donc ce n'est pas exactement comparable. Mais lorsque nous avons posé les mêmes questions et en fait les catégories d'objectifs de PCI et de conformité au PCI, notamment infrastructure OH, disponibilité, etc., c'était les mêmes questions. Et là, nous avons pu comparer en identifiant des tendances générales. 4 ans plus tard, on constate un inversement total des tendances où la majorité des centres de santé ne sont plus conformes aux objectifs de PCI. Ces données sont tout à fait frappantes et nous montrent que les gros investissements pendant une flambée épidémique et puis les investissements de transition disparaissent au bout de 4 ans. Et il est indubitable que le soutien à la transition de l'approche réactive à l'approche proactive est essentiel et a tout son sens lorsqu'on investit. Mais on a plus de questions que de réponses. Et là, je pense on a beaucoup plus à apprendre pour essayer de faire en sorte que cela se poursuive et pour nous assurer que l'on puisse s'appuyer, capitaliser sur les gains qui ont été observés pendant les investissements dans la phase réactive. Donc, pour institutionnaliser la PCI, il faut non pas être réactif, mais avoir une approche beaucoup plus enracinée. Quelles que soient les épidémies, quel que soit le contexte, il faut avoir un système complètement présent, tout le temps présent, et s'écarter de la PCI uniquement réactive, mais il faut continuer à investir, c'est-à-dire une composante essentielle de système de santé. La pandémie de Covid a été pour moi assez utile pour mettre ceci en lumière et pour remettre en question nos réflexions internes à ce sujet.
Et dans nos efforts de lutte contre la COVID, nous avons mené une évaluation PCI dans plus de 1000 centres de santé dans 22 contextes humanitaires où l'IRC est présente. Et en haut à gauche, vous voyez les niveaux généraux et en bas à droite, les résultats agrégés, mais par zone géographique, ce qui vous donne un petit peu une idée des tendances. Et en fait, sur tous les sites évalués, en seuls 13% en fait étaient plutôt en conformité et 70% n'étaient pas conformes à ces objectifs. Ce qui signifie pour nous en tant qu'organisation, alors que l'on travaille avec tous ces centres de santé qu'on a soutenus, ils n'atteignaient pas le seuil minimal de PCI. Et lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi, vous ne serez pas très étonné d'apprendre qu'il y a des problèmes d'infrastructure, des problèmes de rupture, de chaîne d'approvisionnement, de budget insuffisant, etc., etc. Et ces résultats sont vraiment l'exemple de la déconnexion entre la nécessité que l'on reconnaît à l'échelle internationale d'avoir un soutien au PCI pendant les épidémies, mais dans les programmes humanitaires généraux, la réalité PCI est complètement différente. Et cet exercice a été un révélateur pour nous, puisqu'il nous a permis de reconnaître qu'il fallait faire de la PCI une priorité sur tout notre portefeuille d'action et à l'intégrer dans la routine de nos activités et pas uniquement dans les programmes d'urgence. Et nous avons pris quelques mesures pour mettre en place la PCI proactive avec une équipe de travail dédiée dans notre cellule technique avec des cahiers des charges très précis pour intégrer la PCI dans notre coordination de programme en santé, en WASH. Nos directeurs de programme y ont été sensibilisés pour montrer à quel point chacun a un rôle à jouer pour soutenir la PCI. Nous avons également développé un cadre de priorité des PCI, c'est-à-dire que pour les activités clés, nous avons des standards PCI qui sont identifiés en fonction de leurs coûts, si bien que les équipes savent ce qu'elles doivent faire pour améliorer la PCI, quel est le coût, qu'est-ce qui demande une dépense supplémentaire et quels sont les financements prioritaires. Et nous travaillons avec nos conseillers santé également pour nous assurer que les PCI figurent dans nos cadres logistiques, dans notre pratique d'équipe et dans toutes nos activités, parce qu'il ne faut pas que ce soit uniquement en réaction aux urgences. C'est un long parcours qui s'annonce à nous, mais je suis très heureuse de voir que nous avons pris les mesures pour aller dans le bon sens. Enfin, en synthèse, je dirais que il y a encore beaucoup à faire pour nous assurer que la PCI n'est plus une question négligée et qu'elle ne doit pas être considérée qui ne se cantonne que aux urgences, mais plutôt à un élément fondateur de tous les programmes de santé. Il est nécessaire d'avoir une véritable recherche opérationnelle pour développer les bonnes pratiques et pour voir comment mener à bien cette transition dans ces contextes. Et en fin de compte, il faudra attaquer cette question selon différentes approches pour nous assurer que c'est considéré que c'est un moyen d'améliorer la qualité et de nous assurer que lorsqu'il y a une catastrophe, on a tout de suite la bonne réaction et que l'on pense à la durabilité immédiatement et que si l'on a l'engagement et les ressources, nous pouvons capitaliser sur ces investissements et soutenir la transition. Emilio, je vous redonne la parole et je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Stacy. Merci, c'était très, très, très clair. C'était un exposé fabuleux. Nous avons maintenant un autre point de vue. Écoutez, je vais vous le présenter le docteur Samuel Mangala. Il est médecin avec une grande expérience dans
les programmes WASH et PCI, directeur de programme de salubrité de santé en santé maternelle infantile, et c'est lui qui a mené beaucoup d'activités de lutte contre les infections, contre Ebola, la VIH et la rougeole pour différentes organisations, PINT, Oxfam et l'IFRC. Il a été président de la commission WASH du ministère de la Santé pendant l'épidémie d'Ebola Niburi au Kivu. Il est aujourd'hui à la direction d'hygiène et de salubrité auprès du ministère de la Santé et je suis très heureux de lui donner la parole pour l'exposé suivant. Merci. Merci beaucoup, Emilio. Nous allons nous entretenir pendant quelques minutes sur la prévention et contrôle des infections. Donc, je vais devoir partager l'expérience de la RDC dans la gestion des épidémies. Ça sera vraiment une expérience terrain, très pratique. Alors, voici le petit plan de présentation. Il faut dire que par rapport au profil épidémiologique du pays, la RDC, c'est un grand pays avec plus de 20 maladies à potentiel épidémique. Cela est généralement dû à son écosystème avec une hydrographie et un climat très typique. L'accès à l'eau au sein de la population générale est vraiment très réduit. Donc, 22% de la population a accès à l'eau potable. Il y a également les catastrophes naturelles, notamment le volcan, ce que vous avez appris, qui facilite l'éclosion des épidémies. Il y a les conflits armés également, avec le déplacement des populations qui augmentent encore la susceptibilité à attraper beaucoup de maladies. Alors, hormis tout ce que j'ai énuméré comme maladie là-bas, nous avons connu beaucoup d'épidémies liées à la maladie à virus Ebola. On en a connu un total de 12 depuis 1976 jusqu'en 2021. Donc, il y a 12 épisodes, mais la plus grande et celle qui a fait beaucoup de victimes, c'est la 10e épidémie qui a duré pratiquement 2 ans, qui a fait 3470 cas avec plus de 2280 morts. Donc, la létalité était à 66%. Alors, par rapport à la COVID, la situation actuelle, il faut dire qu'au stade actuel, on est à plus de 40 000 cas déjà. Bien sûr que la létalité varie autour de 2,3%. La vaccination évolue de manière lente avec des résistances au niveau de la communauté. Alors, pendant nos urgences, pendant la gestion des épidémies, les composantes qui sont prises en compte, elles sont là. Nous avons la stérilisation, la sécurité des injections, la surveillance hospitalière, la gestion des déchets, et donc ainsi de suite. Alors, les indicateurs phares qui sont monitorés lors des épidémies sont essentiellement ces 4. Donc, ce sont ces 4 indicateurs qui nous aident à suivre les évolutions des épidémies, donc ce qui est repris dans notre protocole de gestion. Donc, nous avons le nombre des infections nosocomiales enregistrées en milieu de soins. Nous avons le nombre de prestataires qui se font contaminer régulièrement pendant l'épidémie. On a le nombre de formations sanitaires dans des hôpitaux et cliniques privées avec un score, le niveau de prévention supérieur ou égal à 80%, et le pourcentage de corps de décédés ayant été enterrés de manière digne et sécurisée. Donc, l'enterrement digne et sécurisé, les DES. Alors, la particularité quant à la gestion des épidémies chez nous, au Congo, l'épidémie n'est pas gérée seulement par le ministère de la Santé. Il y a tout un comité qui est mis en place pour la gérer. Donc, ce comité, étant donné que nous avons des problèmes d'insécurité, il y a des zones qui sont, certaines zones qui sont occupées par des rebelles liées à l'insécurité. Donc, il faudrait peut-être que les autres ministères, notamment la Défense, l'Intérieur, soient impliqués pour mettre en place un comité et qui est généralement, qui a un secrétariat technique géré, n'est-ce pas, par un corps médical avec les différentes commissions techniques qui sont des bras techniques de ce secrétariat pour pouvoir gérer les épidémies. Alors, quant à la logique d'intervention, il faut dire que
tout commence avec la notification des cas, c'est-à-dire c'est la commission surveillance épidémiologique qui remonte les informations par rapport aux différents cas qu'on peut trouver en milieu de soins dans les formations sanitaires ou dans la communauté. Et donc, nous, la commission PCI, ce que nous avons à faire, c'est de faire le mapping, c'est-à-dire essayer de retracer un peu les parcours de ces cas, de ces malades. Si c'est un cas qui a été déclaré dans un hôpital, il faut savoir, est-ce que c'est un cas qui a parcouru d'autres hôpitaux? Est-ce que cette personne qui est malade vient directement d'un hôpital ou bien elle a commencé d'abord à consulter par le tradipraticien ou le guérisseur avant de venir à l'hôpital? Cela nous aide à pouvoir suivre, n'est-ce pas, ce parcours pour dénicher les différents contacts et rompre rapidement la chaîne de contamination. Il y a la préparation des équipes. Donc, une fois nous avons les informations, une fois on s'en met pour mettre le mapping des cas et on va devoir mettre en place une équipe pour pouvoir descendre pour aller gérer la situation sur terrain, donc dans la formation sanitaire qui a remonté cette information. Alors, avant tout, il y a une concertation parce que dans un contexte de résistance communautaire et de réticence et d'insécurité, donc il faudrait qu'il y ait une concertation entre les psychologues qui descendent d'abord au préalable pour aller préparer le terrain de la famille, dire aux malades que non, voilà, il y a des gens qui vont venir parce que souvent pendant les épidémies Ebola, par exemple, lorsque nous descendons sur le terrain, on porte les équipements de protection individuelle qui vous donnent l'air peut-être des extraterrestres ou des astronautes qui vont descendre dans la communauté. Et pour que cette personne qui vous reçoit n'ait pas peur, donc cette personne doit être préparée au préalable. Donc, après avoir envoyé des psychologues sur le terrain, nous allons avoir le feedback, donc des informations de ces psychologues par rapport à l'état de la préparation du terrain. Et c'est après que nous allons mettre en place des équipes pour aller mener les interventions de santé publique. Donc, peut-être voir est-ce que la gestion des déchets dans cet hôpital se passe bien, la sécurité des injections, l'utilisation des épis, la surveillance transhospitalière, la gestion de l'ingénierie, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment une logique quant à l'intervention de nos activités. Alors, les approches qui sont mises en œuvre actuellement, parce qu'il faut d'abord dire que ces approches sont adaptées selon les contextes. Par exemple, lorsque nous avons géré la 10e épidémie au Nord Kivu, c'était dans un contexte d'insécurité, c'était dans un contexte de résistance farouche aux interventions de santé publique, c'était dans un contexte du mouvement des populations, de la population est très commerciale, donc ça bouge de temps en temps, ça traverse, et il y a beaucoup de pays frontaliers de ce côté-là. Donc, on va devoir adapter les interventions. Alors qu'actuellement, par exemple, avec la grande pandémie, donc la COVID-19, l'épicentre pour la RDC, c'est Kinshasa. Kinshasa a la particularité de ne jamais avoir géré une épidémie sérieuse. Donc, toutes les épidémies qui attaquent le Congo, la majorité, c'est beaucoup plus en périphérie, à l'est de la République ou à l'ouest, un peu de l'Équateur. Mais Kinshasa, hormis des petites épidémies de choléra que nous avons l'habitude de gérer là-bas, qui font peut-être pas trop de décès, quelques nombres de cas, et on va étouffer, et ils n'ont jamais connu d'épidémie. Donc, pour là, les prestataires n'ont pas cette capacité de pouvoir bien pratiquer de la prévention et contrôle des infections. C'est pourquoi nous avons choisi le renforcement des capacités, les coachings et mentorats des prestataires, et également l'approche en ceinture, ce que nous appelons les rings, l'approche en ceinture, c'est-à-dire un patient qui consulte dans un hôpital et puis on remonte les cas là-bas, nous allons devoir encercler ces sillages-là pour pouvoir mener les activités. Et l'assurance qualité, pour voir réellement si dans ces hôpitaux-là, toutes les composantes de la PCI se passent correctement. Voici ces 4 approches que nous sommes en train de mener actuellement. Alors, une fois sur le terrain, la première des choses, avant de mener toute activité, c'est que nous faisons dans la gestion de nos épidémies, on évalue d'abord les risques de contamination des autres personnes, les personnels de soins, ou si c'était dans le ménage, il faut voir un peu les liens avec les autres membres de famille. On va également essayer de voir les composantes qui ont posé des problèmes. Par exemple, on arrive dans une formation sanitaire, dans un hôpital, on trouve que là-bas, la gestion des déchets ne se passe pas correctement. Pour Ebola, par exemple, c'est un grand danger. L'hygiène respiratoire, les ports de masque pour la COVID, par exemple, c'est aussi un grand danger. Et donc, les équipes vont devoir ressortir cette faiblesse afin d'y travailler. Nous allons devoir élaborer le plan. Donc, on évalue les risques, on évalue la composante à problème, on identifie les problèmes, on élabore le plan d'amélioration
et on fait un accompagnement rapproché selon les rythmes. Je vais devoir vous définir les rythmes bientôt là. Et on va devoir suivre les actions. Est-ce qu'il y a eu isolement? Est-ce qu'on a fait la prophylaxie? Par exemple, pour Ebola, la prophylaxie post-expositionnelle de prestataires, est-ce que ça a été respecté? La désinfection ou l'utilisation des épis, est-ce que ça a été respecté? Et enfin, c'est l'assurance qualité. Alors, les rythmes, lorsque nous gérons nos épidémies, les rythmes d'accompagnement des formations sanitaires des hôpitaux, des cliniques privées dépendent du niveau de score de cette formation sanitaire. Donc, il y a des hôpitaux, par exemple, qui ont un bon niveau de PCI. Généralement, pour nous, ce sont des hôpitaux en milieu urbain, ce sont des hôpitaux privés, mais en milieu rural, ce sont des hôpitaux publics qui ont des bons scores. Donc, 80 et 100, c'est le vert, on y passe une fois la semaine. Entre 50 et 79%, on y passe 2 à 3 fois le jour. Et lorsque le score est au rouge, donc c'est-à-dire un hôpital avec un bas niveau de prévention et contrôle des infections, là, c'est une fois par jour afin de pouvoir remonter ce niveau. Alors, ici, je vais juste illustrer cela avec quelques exemples pour l'épidémie actuelle. J'ai pris 2 épidémies, Ebola et la pandémie à la COVID-19. Alors, vous allez constater que par rapport à la contamination de prestataires de soins, depuis le début de la COVID jusque-là, la RDC a enregistré plus de 809 personnels déjà qui sont contaminés. Ces données, c'est jusqu'au 22 juin. Et donc, la létalité, le taux de contamination dans les rangs de prestataires est autour de 2,1%. Et la majorité de ces prestataires de soins se contaminent dans le centre de traitement de la COVID-19, suivi, n'est-ce pas, des hôpitaux publics et privés. Et voilà, des hôpitaux par dans ceux qui continuent en même temps. Cet écho, donc centre de traitement et hôpital, ça vient en dernier lieu avec ce que vous voyez là comme pourcentage. Alors, on a essayé également de voir un peu les approches que nous avons mises en place quant à la contamination de prestataires par rapport aux 3 vagues. Dans la première vague, il faut dire qu'actuellement, nous sommes en train de gérer la 3e vague. Par rapport aux 3 vagues, c'est à la première vague qu'il y a eu beaucoup de cas de prestataires de soins qui se sont contaminés, suivi de la 2e vague et la 3e. Vous allez voir que ces actions, nos approches de prévention contre les infections, les 4 approches que j'ai énumérées là, on a commencé à mettre ça, c'est à la première vague quand il y avait vraiment remonté des cas, on devait adapter cela selon les problèmes. Et ça nous a aidé à contrôler un peu le nombre de contaminations dans les rangs, n'est-ce pas, de prestataires de soins. Alors, on a essayé de creuser un peu, toujours par rapport à la COVID-19, quelle a été la cause principale de la contamination des prestataires. On retrouve que la formation a une place dans cette contamination. Donc, plus dans les sites, il y a des gens qui ne sont pas formés, plus vous avez des cas de contamination des prestataires. Vous avez, par exemple, ici, pour le premier cadran à ma gauche ici, la majorité, donc plus de 76% des prestataires contaminés n'avaient pas reçu de formation. OK? Donc, on trouve que plus on n'a pas de formation par rapport au PCI, plus on s'est fait contaminer massivement. Et quand on vient ici, par rapport aux épis également, donc l'utilisation des épis par rapport à la COVID, l'utilisation des masques, l'utilisation de Tyvek et autres, on a compris que le prestataire de soins s'était habitué avec le patient. Donc, vous allez voir que c'est le même patient qu'un prestataire suit pour le diabète sucré, par exemple, ou pour l'hypertension artérielle. Ce patient va venir avec des symptômes, mais on va d'abord le recevoir comme ça. On se dit, OK, c'est un habitué de l'hôpital, ce patient vient toujours nous consulter. C'est par après, quand ils vont examiner les patients, ils vont comprendre qu'il y a des signes de prédilection, des signes de COVID. C'est à ce moment qu'ils vont devoir se couvrir, essayer de mettre en place des mesures spécifiques par rapport à la COVID. Et c'est déjà trop tard parce qu'il y a eu déjà le premier contact. Et c'est ça qui est à la base des contaminations de beaucoup de prestataires au Congo par rapport à ces aspects des choses. Alors, par rapport à Ebola, il faut dire que Ebola a fait beaucoup de victimes également.
nous avons enregistré ça. Si j'ai pris l'exemple de la 10e épidémie la plus meurtrière qui a tué plus de gens, avec plus de 3444 cas. Dans ces cas, nous avons eu 569 infections nosocomiales. Et dans ces infections nosocomiales, il y a eu 171 prestataires de soins qui étaient contaminés. Et dans les 171, on a eu 75 prestataires qui étaient décédés. Et on a compris la situation en retard. Vous allez voir qu'au milieu de l'épidémie, on a eu plus de contaminations. Et quand on a commencé à mettre en place nos approches adaptées à l'épidémie, ça nous a aidé, n'est-ce pas, à contrôler l'évolution de cette épidémie. Et par rapport à Ebola, toujours, les indicateurs qui étaient au rouge, dans les composantes PCI qui ont donné plus de problèmes, c'était d'abord cette histoire de triage et isolement des patients, parce qu'au début, c'était vraiment un sérieux problème. Un patient pouvait venir comme ça, on ne sait pas les trier, isoler, on mélangeait tous les patients et ça facilitait à ce qu'il y ait plus de contamination dans les formations sanitaires. L'utilisation également des équipements de protection individuelle, c'est en retard parce qu'on a connu des formations sanitaires qui pouvaient avoir des gants, mais on va les garder pour autre chose et pour des consultations de routine comme ça, on ne porte pas les gants, on peut peut-être les garder pour les maternités ou si seulement un patient vient avec des stades, des signes hémorragiques, donc des saignements ou des signes humides, des diarrhées, vomissements, des choses comme ça. C'est à ce moment qu'on pouvait les utiliser et c'est ce qui crée des problèmes de contamination. La gestion des déchets également avait créé des problèmes. L'hygiène de main, toujours dans la gestion des épidémies Ebola, c'est aussi un problème parce qu'on peut bel et bien avoir cette volonté de pouvoir se laver les mains, mais s'il n'y a pas d'eau, ou il n'y a pas de savon, ou il n'y a pas de solution hydroalcoolique, c'est vraiment un problème parce que la PCI marche avec l'eau. On ne peut pas faire de la prévention contre les infections sans eau. Il y a la stérilisation également qui a posé des problèmes. Alors, quant aux défis majeurs dans la gestion des épidémies au Congo, on a ces problèmes d'insécurité. Ça, on a puisé dans les données de l'OMS, donc des données de sécurité. On a constaté qu'il y a beaucoup d'incidents. Vous allez voir là les conflits armés, les arrestations de civils, les résistances communautaires, des crimes. Et donc, juste pour la période, il y a eu plus de 451 incidents dans la gestion, lors de la gestion de l'épidémie, la grande épidémie de l'Est de la République. Alors, il y a également la précarité, parce qu'il faut dire que la population vit dans cette précarité qui ne facilite pas l'évolution des choses. Bon, l'appui au fonctionnement des sites également, je pense que mon prédécesseur en a parlé. Le fonds qu'on alloue aux activités de la PCI, l'accessibilité à l'eau et les interventions parallèles. Donc, pendant les épidémies, on a soit des tradis praticiens, des féticheurs qui font des choses et du coup, ça vous donne des mots de tête pour pouvoir gérer. Alors, en un mot, je dirais que l'approche de prévention contre les infections implémentée pendant nos épidémies, c'est vraiment une approche adaptée au contexte. Elles sont également rationnelles parce qu'on voit le coût impliqué. Elle est participative en impliquant les prestataires au premier rang. Elle est flexible selon la dynamique des épidémies parce que les mêmes approches sont adaptées par rapport à l'évolution de l'épidémie. Et elle est ancrée au système de santé parce qu'on ne veut pas être parallèle, mais on veut renforcer le plan qu'on retrouve dans nos zones d'intervention. Voilà, ainsi dit, je vous remercie. Please, can I express a huge thank you to Samuel for such an insightful and clear presentation from the perspective of Democratic Republic. Pour une présentation tellement claire sur la RDC. Et donc, c'était vraiment très intéressant. Merci. Donc, notre dernier intervenant, c'est le Dr. Amy Ebeth Barrera, mais on la connaît comme Ebeth. Elle a reçu son BSN MPH et le doctorat en anthropologie et aussi dans la santé publique, surtout dans les maladies infectieuses, pendant l'épidémie d'Ebola en West Afrique. Et elle travaille pour les Partners in Health, un NGO basé à New York, où elle collecte des données cliniques et qui ont été établis et pour les travailleurs de santé et pour les patients. Après une décennie de travail sur le terrain, elle est retournée, elle a gagné son PhD
dans l'infirmier. Et elle a gagné aussi un Master's in Public Health. Pour les travailleurs de santé en Afrique, je suis très content de donner la parole à Ibeth pour donner sa présentation. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de m'adresser à vous. Je vais partager mon écran. Voilà, j'espère que vous pouvez le voir. Pour commencer, je vais être un peu rapide parce qu'on a peu de temps, mais je voudrais vous parler brièvement de points qui ont déjà été évoqués par d'autres aujourd'hui sur la transition et la création d'une culture PCI en Afrique. PCI et développer donc une culture dans le niveau politique et le niveau des centres de santé de façon à passer à cette phase proactive dont on parlait tout à l'heure. Je vais vous parler aujourd'hui de quelques moyens créatifs qui permettent de maintenir la dynamique PSI en post-épidémie en Afrique subsaharienne. Alors, quelques messages clés pour profiter de cette dynamique PCI. Et j'avais évoqué quelles sont les pratiques PCI essentielles ou les besoins de PCI essentiels dont on a besoin pendant la phase d'urgence et qui peuvent soutenir les initiatives PCI post-épidémiques. On en a parlé tout à l'heure en parlant de cette phase de transition et voir comment maintenir cette dynamique après l'épidémie en s'appuyant sur toutes les possibilités qui peuvent être offertes pendant la phase de pandémie. Et il y a 4 messages essentiels à retenir de notre expérience que nous avons connue pendant les épidémies où j'ai travaillé au fil des années et qui me semblent essentiels pour essayer de poursuivre la PCI et sa dynamique. Alors, un financement innovant, un accord entre les parties prenantes, une culture PCU à développer parmi le personnel de santé, investir dans le personnel de santé et bien entendu mettre l'accent sur la santé primaire. Première question que je vous pose, vous pouvez répondre dans le chat, dans la boîte de conversation. Selon vous, laquelle de ces déclarations est fausse? 1. A, B ou C. Alors, le coût total de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest était de 53 milliards de dollars. Deuxième réponse. Les principaux financeurs pendant l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest étaient les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Banque mondiale. Petit c, tous les financeurs ont soutenu la mise en place d'activités PCI jusqu'à la fin de l'épidémie selon les termes des protocoles d'accord qui avaient été signés au début des épidémies. Oui, effectivement, vous êtes des experts. La déclaration C est fausse. Effectivement, le coût estimatif de l'épidémie d'Ebola était de 53 milliards de dollars qui venaient essentiellement du Royaume-Uni, d'Allemagne, de la Banque mondiale et des États-Unis. Et tous les bailleurs de fonds qui ont soutenu les activités PCI n'avaient pas forcément fait ça jusqu'à la fin de l'épidémie ou après l'épidémie par rapport à ce qui avait été vu dans d'autres protocoles d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai appris au fil des années? C'est que pour s'assurer que l'on va pouvoir maintenir la dynamique de la PCI, il faut trouver des solutions de financement innovantes pendant l'épidémie qui peuvent être maintenues après l'épidémie. Alors, de quoi est-ce que je suis en train de vous parler? Selon moi, il y a une piste intéressante, mais qui reste aussi controversée. C'est appuyer sur les ressources financières pendant la phase aiguë de l'épidémie pour s'assurer que l'on va renforcer le système de santé en phase post-épidémie. On pense souvent que ce n'est pas nécessairement nécessaire pour la phase post-reprise après l'épidémie alors qu'on est encore en phase d'urgence. Moi, j'ai tendance à être en désaccord avec cela, même si c'est controversé. Je pense que
se centrer sur ces initiatives, particulièrement la PCI pendant l'épidémie. C'est le moment idéal pour effectivement envisager le financement de la PCI en post-épidémie parce que c'est là que vous avez les ressources. Je pense que j'ai rien à expliquer ici, à rien vous révéler. Lorsque l'urgence est terminée, c'est la même chose pour les ressources, elles se tarissent. Les autres parties prenantes ou les bailleurs de fonds disparaissent. Donc, s'appuyer sur les ressources financières pendant l'épidémie et s'assurer qu'il y aura une proportion de financement qui va aller à la phase de redressement, de reprise, de relance, c'est très important. Ce que j'ai vu dans d'autres épidémies, mais pas forcément Ebola, c'est que quels que soient les accords financiers convenus entre les partenaires ou les parties prenantes, les ministères de la Santé, qui sont encouragés, c'est d'encourager qu'un pourcentage du financement aille à la phase de relance et flécher ces financements pour la phase de reprise. Et c'est très, très important. Et ce n'est pas forcément quelque chose que l'on fait dans le monde du développement. Et puis, identifier d'autres modes de financement euh, au-delà des mécanismes de financement traditionnels que l'on connaît pour s'assurer qu'il y aura un soutien pendant cette phase de relance et de reprise. Par exemple, s'assurer que les secteurs privés, ceux qui ne sont pas dans la phase d'urgence de l'épidémie, peuvent également participer parce qu'ils ont un rôle important à jouer. Autre message à retenir, c'est que tous les intérêts des parties prenantes ont été évalués pendant l'épidémie, si bien que les intérêts en termes de résultats de chacun seront différents. Ce que je veux dire par là, c'est que l'on parle beaucoup pendant les phases d'urgence et pendant la période de reprise, que ces parties prenantes ont des objectifs de résultats différents. Et le docteur Mearns l'a évoqué aussi, c'est qu'il faut s'assurer que pendant la phase d'urgence, toute partie prenante qui participe à la lutte contre la flambée et qui connaît très bien ses intérêts, ses objectifs, c'est très important, comme on l'a dit. Il y a plein de profils, beaucoup d'activités qui sont menées en parallèle et en silo et beaucoup de limites à la communication entre ces partenaires. Donc, si l'on sait très bien quels sont les résultats attendus de chaque partie prenante, il faut s'assurer qu'on ait la même terminologie. Et moi, je parle toujours du mot durabilité en tant que mesure du résultat va avoir un sens différent selon chaque partenaire, chaque partie prenante. Et nous n'avons pas de définition de ce qu'est la durabilité parce qu'on la définit tous de manière différente. Donc, avant d'entamer la phase de relance et de reprise et de parler d'intérêt et de résultats dans cette phase de reprise, il faut s'assurer que toutes les parties prenantes impliquées ont bien exprimé ce qu'étaient leurs attentes en termes de résultats. Autre chose qui me passionne, c'est de nous assurer que on s'appuie également sur la théorie du changement comportemental pour trouver les leviers que l'on considère importants sur ce que l'on veut faire. Et ce sera la même chose pour les parties prenantes. Troisième message à retenir, c'est qu'il faut essayer de lancer la dynamique de cette culture de PCI dans le personnel de santé pendant l'épidémie pour qu'elle soit maintenue après l'épidémie. On n'a pas nécessairement une culture de PCI en Afrique subsaharienne parce que c'est un concept relativement nouveau dans nos contextes. Donc, pour s'assurer que l'on va s'appuyer sur sa théorie du changement comportemental et comprendre quelles sont les normes sociales internes, par exemple. Quelles sont les conceptualisations, les perceptions de la PCI dans le personnel, c'est-à-dire quelles sont les constructions sociales qui vont influencer ou encourager les pratiques PCI. Et en s'appuyant sur cette compréhension des normes sociales, on peut élaborer des stratégies pour que les meilleures pratiques de la PCI soient mises en place au niveau des centres de santé, parce que c'est là que c'est très important. Autre question.
Alors, sur ces 3 déclarations, avant de passer à mes 2 derniers messages, quelles sont les 2 déclarations qui sont vraies ici? Alors, petit a, les personnels de santé ont été formés aux pratiques de protection PCI pendant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Petit b, le personnel de santé était souvent puni s'il ne voulait pas travailler dans un environnement non régulé sans politique PCI. Le personnel de santé recevait des primes de risque pendant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, particulièrement lorsqu'il s'exposait à des activités de santé à très haut risque. Je vois des E, des A, des B, des C. Quelqu'un a dit aucune des réponses. Ici, on est un petit peu dans la confusion, ou presque, dans les réponses. Alors, la réponse qui est vraie, c'est B. Des personnels de santé étaient, entre guillemets, punis s'ils ne voulaient pas travailler dans un centre de santé qu'ils considéraient comme étant dangereux pendant l'épidémie d'Ebola. Donc, parfois, il y avait des personnels de santé qui devaient recevoir des primes de risque pendant cette période, mais malheureusement, non seulement ils n'ont pas reçu leurs primes de risque, ni même les prestations requises, et ils ont même été punis pour certains d'entre eux parce que certains ont été envoyés dans des cliniques rurales. C'était un peu la punition, si vous voulez, et d'autres ont été mis à l'écart. D'autres avaient leurs mesures incitatives de salaire qui avaient été retenues et ils ont été un peu punis. Donc, le 4e message que j'ai à communiquer et à retenir ici, c'est que si vous voulez mettre en place cette culture de PCI, il faut mettre la priorité sur la sécurité du personnel de santé et s'assurer qu'on a les mécanismes pour les féliciter. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient super enthousiastes à l'aider du programme de relance et qu'ils soient dans un programme résilient pour faire face aux épidémies suivantes si pendant la phase épidémique, les pratiques ont été dangereuses, délétères, on les a mis en danger sur le plan de la sécurité et de la sûreté. Et cela a été très couramment observé dans les épidémies sur l'école sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, pendant les épidémies, il faut leur donner la priorité, si bien que pendant la phase de reprise et de relance, ce personnel de santé sera plus sensible et sera plus désireux de mettre en place la PCI dans les centres de santé et d'instiller cette culture. Donc, il faut aussi qu'il y ait des parcours de carrière dans lesquels on va investir pour la PCI. Et enfin, dernier message, mais non des moindres, autre chose qui est très importante aussi, c'est que la santé primaire doit être la priorité de la PCI pendant les épidémies et encore plus dans la phase post-épidémique. Et là, je n'ai pas forcément rien à vous apprendre ici. C'est le premier point d'entrée, les centres de santé primaires. C'est là que vous allez voir les premiers cas. Et donc, à un certain niveau du réseau de santé, c'est là que vous allez les voir. Donc, il faut investir dans des mesures de précaution administrative très rigoureuses pendant la phase d'urgence et surtout dans la phase post-épidémique et de reprise pour s'assurer que les maladies nosocomiales ou les autres pathogènes dangereux ne puissent pas entrer dans le centre de santé. Et bien entendu, il faut s'assurer que les mesures de PCI sont maintenues, surtout pour qu'il y ait qu'une continuité des services.
Nous savons que les gens ne se sentent pas en sécurité dans ces centres de santé, surtout à cause des PCI. Dans la littérature, on lit que les patients ne se sentent pas en sécurité parce qu'ils pensent que la PCI n'est pas respectée et donc ils ne vont pas se tourner vers ces services de santé essentiels. C'est donc ce qu'il faut être considéré comme une urgence et une priorité pendant l'écodémie, mais dans laquelle il faudra encore plus investir dans la phase post-épidémie. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir écouté et j'espère que vous vous portez tous bien, ainsi que vos proches et vos familles. Je vous redonne la parole, Emilio. Merci. Merci, Ibeth. Une fois encore, un point de vue très intéressant. Et je vois que tous les participants participent à une conversation très active. Nous n'avons que quelques minutes pour le débat et j'aimerais que tous nos intervenants restent avec nous et je vous encourage à poser vos questions par les bulles questions-réponses ou partager vos expériences au sujet de la PCI librement. Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes vos questions, nous essaierons de le faire par la fonction Q et R que vous voyez en bas. Vous voyez ouvrir, résolu, rejeter, dans toutes les questions qui sont posées. J'ai un petit commentaire ou peut-être une question qui s'adresse aux intervenants sur la vigilance à maintenir lorsqu'il y a une flambée et puis le changement psychologique que cela demande. Je pense que cela va bien au-delà de la PCI. Je pense notamment au changement climatique où la perception d'une bonne réponse à une catastrophe climatique est souvent mieux perçue que les mesures qui auraient pu empêcher la survenue de cette catastrophe climatique. Donc, ça reste une question intéressante. Selon vous, que pouvons-nous apprendre de nos expériences du terrain ou pour changer cette attitude psychologique où on est en train de mettre l'accent sur quelque chose en permanence, alors que ce n'est pas forcément la thématique la plus aiguë pour le moment. J'invite tous les intervenants à apporter leurs réponses maintenant. Il est assez difficile de répondre. Je pense aussi à mon expérience clinique au Royaume-Uni, dans un pays riche en termes de ressources. Je pense que il faut bien définir ce que l'on veut dire par approche proactive de la PCI, c'est-à-dire que la PCI est totalement intégrée, fait partie intégrante du système de santé et se retrouve à tous les niveaux du système de santé et pas quelque chose qui est un peu en cerise sur le côté, sur lequel on s'appuie quand il y a une catastrophe. C'est quelque chose que l'on doit faire tous les jours. Et je pense que le meilleur point d'entrée sur la psychologie, c'est la formation avant le démarrage du service. Moi, je m'intéresse beaucoup à la formation initiale des professionnels de santé où il faut construire cette science de la PCI et leur montrer que cela doit exister à tous les niveaux de leur activité de professionnels de santé. Et je pense que c'est le point d'entrée principal, c'est dans la formation initiale. Merci beaucoup de nous avoir fait démarrer. Je suis d'accord avec vous sur l'importance de la formation. Je crois que c'est très important. Et je crois qu'un des problèmes dans l'Afrique saharienne, c'est qu'il n'y a pas de structure. Même si vous allez former les gens, comme quelqu'un a dit, il y a dans toutes les activités, il n'y a rien qui se passe. Nous n'avons pas de programme. Et donc, quelque part, ça nous manque. Il n'y a pas d'instance, il n'y a personne qui se réveille le matin, que voici ce que je vais faire. Et donc, nous avons fait le plaidoyer pour les praticiens en PCI, des gens qui travaillent en santé, c'est ce qu'ils font. Ils vont mener le terrain parce qu'ils veulent se réveiller le matin et être utiles.
Donc, on ne voit pas, ils ne font pas que le travail. Bien sûr, tout le monde va faire le travail, donc, mais ils vont mener le processus. En Afrique, il y a très peu d'endroits où il y a ce parcours de carrière. Ce que nous avons vu dans les années, c'est il n'y a rien pour qu'ils puissent faire. Donc, il faut revenir aux structures. Je suis un supporteur des composants de ça, parce que ça arrive au cœur de la question. Le problème avec les PCI, c'est qu'on a essayé de construire sur rien. Il n'y a pas de fondation. Les programmes sont très importants. Ça, c'est un. Et il vous faut des praticiens formés aussi. Et pas simplement sur les points de soins et PCI et prévention, mais les gens qui vont se réveiller le matin, qui questionner les systèmes. C'est eux qui vont mener vers un changement. Et je crois qu'il faut avoir ça, il faut mettre cet endroit focal en place et pour pouvoir l'installer. Donc, quelqu'un d'autre aimerait bien compléter ou intervenir? On est presque à l'heure. Il nous reste 2 minutes à l'horloge et je suis certain qu'il y a beaucoup de questions qu'on pourrait discuter sur tellement de ces questions dont nous avons entendu aujourd'hui et tout ce que nous avons appris et que nous avons mis sur la table. Donc, je crains tristement qu'il faut conclure là maintenant. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons commencé une page de discussion en ligne et vous pouvez l'accéder pour continuer cette conversation et on va essayer de répondre autant des questions qui se trouvaient dans la boîte QR qu'on ne pouvait pas faire aujourd'hui. Et le lien à cela, c'est dans le chat. Et on espère de continuer d'autres discussions dans l'extérieur. Si vous avez des suggestions pour les événements futurs, donc affichez-les dans le chat ou envoyez un mail à l'équipe de santé publique. Et enfin, un grand remerciement à tout le monde qui s'est joint à nous aujourd'hui avec vos questions, avec vos interventions et avoir mis ça dans le chat et aussi dans le QR. Et un grand remerciement à tous les intervenants avec leur implication généreuse et des intérêts dans des aspects différents de la question. Et aussi un grand remerciement à l'équipe qui travaille dans les coulisses, qui organise cet événement. Merci à toute notre équipe technique et également des interprètes afin qu'on puisse assurer que tout le monde puisse apprendre l'un de l'autre et en profiter le maximum. Et sur ça, je crains que moi, je dois dire au revoir et encore remerciement à tout le monde sur l'appel. Et je vais donner l'écran à tous nos intervenants pour donner une petite salutation demain et avec une grande anticipation pour l'avenir. Merci beaucoup.